KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Dans une confession avant la messe du matin, elle reçut du vieux chanoine presque aveugle une réponse à ses inquiétudes. Sans besoin même d'invoquer l'obscurcissement de la paternité de Dieu dans les grandes douleurs, les incrédules de type intellectuel sont ceux dont la conversion demeure la plus difficile. En général, ils ne vont guère au-delà de la sympathie, de la parenté des tendances. Ils s'en tiennent là. Cela se comprend. Ils sont assez subtils pour penser dans tous les sens. Arrive bien un moment, cependant, où ils se trouvent au pied du mur et doivent conclure et se décider. Ne perdez pas courage, mon enfant. Outre que les âmes de prière ne désespèrent jamais, il faut bien que votre douleur serve à quelque chose. Elle reçut comme le choc d'une brusque lumière. La formule était celle même qu'elle avait découverte toute seule pour son propre usage quelques jours auparavant. Dieu la lui confirmait. Elle se trouvait dans la chapelle de Saint-Joseph, dite aussi chapelle des enfants de Marie, suivant que le fidèle pensait à son identité liturgique ou à ses utilisations. Le beau confessionnal de noyer ciré, gonflé de volutes et de courbes, sombre, fauve et pareil à quelque énorme armoire, luisait dans une nuit colorée par un vitrail touffu d'apôtres, prophètes et donateurs. Contre le fer forgé des grilles, une profonde bouche de calorifère, jamais chauffée, sentait le terreau et les catacombes. C'était le lieu le plus sombre de la cathédrale, et on s'y trouvait bien pour méditer. Christine pensa qu'il existait au moins un bon signe. Elle pouvait laisser sentir à son frère ce souci constant et discret de ses intérêts éternels, sans qu'il se raidît contre cette tactique. Ce qu'il avait accepté de sa mère, avec une certaine condescendance cachée en sa tendresse, il l'acceptait maintenant d'elle. Dans ses pires amertumes des derniers jours, dont aucune n'échappait à Christine, elle avait pu réciter à son chevet la prière du soir, comme autrefois sa mère. Certes, pour les solutions chrétiennes, sa sympathie accentuée pendant ces mois-ci venait de reculer et de gravement s'affaiblir, tant par brusque indifférence générale à sa vie antérieure, que par répulsion positive et violente contre tout ce qui prétendait plus ou moins se substituer à son bonheur perdu. Et peut-être aussi, comme disait le chanoine, par cette éclipse de la paternité divine, née des grandes douleurs. Christine le sentait bien, et cependant, il n'en écoutait pas moins tout le détail de la lente prière avec un somnolent respect. Il lui arrivait même de répondre au De Profundis. Cette attitude d'Augustin ne lui était pas venue par transition imperceptible. Elle existait à partir d'une certaine date précise et brusque. Christine ignorait pourquoi. C'était le soir même du jour où il lui avait humblement baisé les mains. Elle se prit à rêver sur elle-même, ses propres destins et le ravage de sa vie. Elle quitterait bientôt cette vieille abbatiale, sa petite ville et sa maison. Pour toujours? Elle ne savait pas. Pour aller où? Elle ne savait pas. De sa pauvre âme mutilée, tout s'échappait, sauf le centre, comme eût dit son frère. Augustin pensait que la possession de ce centre lui apporterait consolation et sérénité. Mais elle avait ce centre, et sa possession ne la consolait pas. Dans les coups de couteau subis de la souffrance, elle le sentait, ce centre, ferme contre son cœur comme une colonne obscure. Elle s'y appuyait, en éprouvait la rigidité dure et douce. Mais il ne la consolait pas. Les soins qu'elle rendait à son frère, le souci de son âme en péril, oui, heureusement, ses devoirs l'occupaient encore et la tenaient debout. Elle vit sortir le vieux chanoine de son confessionnal et disparaître vers la sacristie, sa silhouette robuste et voûtée. Au bout de quelques jours, Augustin put passer toutes les après-midi dans le vieux fauteuil de la salle à manger. Ils avaient tous les deux bien dormi, bien des nuits, pendant la double maladie.
Il le connaissait depuis l'enfance. Il était plein de souvenirs qu'on ne se donnait pas la peine de rappeler, tellement il était présent et faisait corps avec l'étoffe. Il sentait la vieille cigarette comme un homme. Il avait presque figure humaine. Ses bras ressemblaient à des bras. Auprès du fauteuil, sur une petite table portative, se trouvait un horaire de chemin de fer, une boîte de papier à lettres et la princesse de Clèves, brochée, entr'ouverte, et retournée contre la table. Augustin avait défense de travailler. Il lisait, usait les heures. Christine passait devant lui à pas silencieux, sans paraître remarquer les crispations fugitives ou le durcissement momentané de son visage. Le déménagement commençait déjà d'être visible, çà et là, dans l'appartement. « Augustin, entendit-il, en passant à Paris, tu aimerais peut-être voir ton ami l'Argilier ? Veux-tu que je lui écrive de ta part ?» Il réfléchissait, quand un coup de sonnette très inattendu le fit tressaillir. « La mère Rambaud répondra, » dit Christine. Elle entra en effet, tenant la carte de l'abbé Bourré. « Reçois-le, je te prie, fit Augustin excédé. Je regrette, je suis souffrant, qu'il te dise ce qu'il veut. » À peine parti, il souhaita la rappeler. Elle devait associer à l'idée de Bourré l'histoire de la fausse guérison, la consultation, le voyage à Clermont-Ferrand, et tout ce rappel d'affreux jours. Mais déjà, elle n'entendait plus. « Voici, dit-elle à son retour, textuellement, ou peu s'en faut. Je rapporte ces paroles avec d'autant plus de fidélité qu'aucun moyen ne m'est donné d'interpréter leur obscurité. La personne dont M. Bourré a entretenu M. Béridier revient de Paris. Elle a appris que dès son doctorat passé, il serait possible qu'une conférence aux hautes études lui fût confiée. M. Méridier sera probablement au jury du doctorat. Cette personne repart pour Paris et demande quand elle pourra y rencontrer M. Méridier. Elle aurait à l'entretenir de bien des choses. Voilà, termina Christine. J'ai dit à tout hasard, un des jours de la semaine prochaine. On préviendra la personne si c'est impossible. La personne a pris sa décision à la fin, fit Augustin. C'est dommage, tout son romanesque s'en va. Il revoyait l'automobile sur la haute route du Cantal, en face du chemin de ferme, dans les profonds bruns nocturnes, et l'âme non moins ténébreuse qu'il avait choisi de se manifester là. La personne est romanesque ? Comme toute énigme, résolue, elle est platitude. Si tu veux me rendre le service d'écrire à l'Argilier, je le ferai bien volontiers. Un jour vint enfin où le médecin se montra pour la dernière fois. Il annonçait l'heure et le jour du grand spécialiste parisien. Augustin pouvait partir. Le médecin conseillait le voyage le plus confortable possible, bien entendu. Tandis que Christine remerciait, lui demandait de bien vouloir préparer sa note d'honoraire, annonçait la possibilité d'une longue absence, Augustin, qui le considérait, discernait un certain air de triomphe mal explicable, luisant dans ses sclérotiques. Il lui semblait que ce n'était pas, ou ce n'était plus, le grand choc du triomphe, quand l'homme étant d'un côté, le triomphe de l'autre, ils n'ont pas encore eu le temps de se compénétrer. Ce triomphe, quoique tranquille et calme, l'imbibait cependant d'une obscure allégresse, l'humectait en ses profondeurs. Il érigeait son attitude, ensoleillait jusqu'au sentiment qu'il avait de son corps et de ses habits, jusqu'à l'aisance avec laquelle il portait son volume de chair. Bien sûr, des traces de cet état nouveau s'étaient depuis quelques jours rendues perceptibles sur la physionomie du médecin. Mais les petits indices ne se voient jamais qu'après les gros. Il ne montrait plus cette contention d'esprit professionnel limitée aux malades, ignorante du reste du monde. Il soignait de haut, en un optimisme lumineux, avec une facilité à laquelle suffisait la moindre partie de lui-même. L'autre, arraché aux tâches praticiennes, voguait en d'incorruptibles cieux. Il prononça en un épanouissement de vie heureuse. « Soignez le moral de votre frère, madame, de plus en plus. Je n'aime pas cet air d'indifférence à la vie. Faites-lui en reprendre le goût. »
Il s'en fut, donnant explicitement le prétexte et inconsciemment l'exemple, méconnaissant candidement l'ironie de pareils mots, laissé par sa technique aussi loin qu'il pouvait l'être des deux grands deuils qui l'écoutaient. Ils partirent pour Paris le soir du lendemain. L'ancien hôtel de France, devenu le Grand Hôtel et de France, envoya son autobus prendre 3 malles de livres et de vêtements. L'Express de Paris passait à 9 heures. On l'appelait Express, quoiqu'il employât les 2 premières heures à se traîner sur une ligne sinueuse, desservant des localités de petite industrie renouvelées par la houille blanche. Des usines ronronnaient au ras des torrents, dans les hautes vallées boisées et magnifiques. Dès 5 heures du soir, la mère Rambaud était venue aider. Augustin allait et venait par les chambres, taciturne et absorbé. Il avait fait un très petit choix parmi les souvenirs. Il emportait la photographie de Marie Gerfaut, enfant de Marie, numéro 79, ainsi que l'instantané de son père, pris quelques mois avant sa mort. Il vit Christine plier pour la mère Rambaud de petits vêtements en lainage, de ceux qu'on appelle vêtements pour le premier âge, dans les catalogues de grands magasins. Elle posa sur la pile un mantelet blanc inachevé, où le peloton et les aiguilles tenaient encore, fait de cette laine duveteuse qui gonfle sur les berceaux. Augustin fut quelques secondes avant de l'identifier, tellement il paraissait audacieux qu'il fût là. C'était le tricot qu'elle destinait à la convalescence, pendant les beaux jours d'octobre que bébé devait passer au jardin. « Vous prendrez cela aussi, fit-elle de son ton uni et bas, peut-être un peu plus bas que d'habitude. » Elle lia le petit paquet avec une extrême lenteur, une sorte de caresse interminable. Augustin se sentit trembler. Il est vrai qu'il était encore bien fatigué et qu'il se tenait debout depuis longtemps. La mère Rambaud remercia sans emphase ni déploiement de sensibilité, avec un sens naturel de la mesure et cette distinction populaire d'autrefois, en femme qui a l'habitude du malheur et sait comment le prendre. Elle devait emporter avec elle et remettre au notaire les clés de la maison. Christine se débarrasserait-elle tout de suite de l'appartement ? Chercherait-elle un sous-locataire ? Elle ne savait encore. Les circonstances en décideraient. Une seule chose était certaine, elle ne l'habiterait plus. « J'ai oublié de dire à madame, avertit la mère Rambaud lorsqu'il partait déjà. Madame sait ce qu'on dit du docteur ? Elle continua d'une voix administrative et désintéressée, avec une douceur de trait qui était par elle-même du respect. Qu'il épouse la demoiselle à monsieur Marguillet, mademoiselle Marie-Louise, celle qui a été élevée à Paris, et on dit aussi qu'il se portera comme député. Dans les libres cieux imaginaires sonnaient des cloches de gloire et d'hymen. Ils partirent sur cette musique de bonheur terrestre. L'autobus du Grand Hôtel croisa dans son trajet l'ancienne rue aux Prémontés, devenue rue Étienne Dolé, là où les roues changeaient de son dans les vieux omnibus. Juste à ce coin de maison, 4 mois auparavant, il avait rencontré celle qui sortait des vêpres. Quelque chose commença de lui serrer le thorax d'une étreinte permanente. La disparition de sa mère n'était qu'un, parmi des changements écrasants. Les nouveaux mois qu'il entamait lui semblaient faire une vie singulière, grave, brève et sans but, une sorte d'appendice à sa vie finie, une enveloppe de temps dont on avait mal pris les mesures, laissée trop longue pour son contenu et pendant derrière lui. Elle ressemblait à ce paysage d'hiver qu'en ouvrant pour la dernière fois sa fenêtre au moment de partir, il venait de regarder désespérément avant d'abattre sur lui les volets pour toujours. Sauf eux deux, il n'y avait personne dans la voiture. Lorsqu'ils eurent atteint le compartiment des couchettes, Augustin fit observer qu'il était peut-être inutile de préparer les 2 lits supérieurs, ceux d'en bas devant suffire. Il eût préféré n'avoir pas ce toit sous les yeux. Mais le contrôleur, qui n'avait reçu aucun pourboire, remarqua d'un ton pincé que d'autres voyageurs pouvaient survenir. Ça ne leur était pas défendu. Ils n'avaient pas loué les 4 couchettes. « Bien, bien, » fit Augustin qui toussa de sa toux fatiguée. L'autre, plus petit que lui, le regardait de bas en haut, roulant son crayon entre 2 doigts prétentieux, aux gants jaunes râpés, un début de sourire relevant le court poil raide de sa moustache. D'ailleurs,
personne d'autre ne vint. Une fois étendu, sous la tiédeur de la couverture, les oreillers installés, la glace demi-ouverte, dans l'air violet de la veilleuse, Augustin sentit, plus fortement encore que dans l'autobus, cette déprise du réel et cet allègement de tout. La masse de la vie était tombée derrière lui d'un bloc. Le surplus pouvait indifféremment consister en ceci ou cela, appartenir à lui ou à un autre. Il importait peu. De jeunes officiers circulaient dans le couloir et fumaient. Il entendit des conversations vives, des éclats d'un rire facile, des récits de chasse et le nom des sablons s'y trouvait. La secousse fut profonde mais parut brève. Elle eut l'air de s'enfoncer, de disparaître, de couler d'un cours souterrain. Juste un peu de nervosité dans la manière dont il se releva, s'assura que la porte du compartiment était fermée, mit le verrou et puis se réinstalla, brûlé de désespoir et de délices. C'était l'image des lieux qui, cette fois, restait vague. Mais elle, au contraire, se manifestait par un doux et léger sentiment de présence et la pesée de sa main sur son bras. La première palpitation de leurs mots imaginaires précisa le rêve. Elle venait pour lui dire adieu. Elle s'était désolée de la réponse dure, désolée aussi de sa lettre inintelligible. Se pouvait-il autrement ? Avait-il pu croire ? Les mots qu'ils échangeaient, leurs plaintes, leurs larmes, tout ce bonheur trempé et ruisselant lui montrait qu'elle savait enfin, qu'elle avait deviné. Jamais ses regards ne s'en emparèrent ni ne la possédèrent aussi bien. La lumière bleu foncé de ses yeux lui riait avec tristesse, candeur et rectitude. Il apercevait dans leurs détails les 2 ou 3 douces ondes de sa chevelure, sentait de nouveau le parfum que dans la voiture il avait refusé de sentir. Elle dut se pencher vers lui pour lui parler, et dans le mouvement qu'elle fit, appuyer sur sa robe ses 2 frêles mains longues, aux veines bleues dans leur couleur chair. Les voyageurs du couloir s'étaient arrêtés juste devant la porte du compartiment à couchettes. L'intolérable gaieté de leur bavardage troubla le rêve. Violemment rejeté à sa solitude, à la matérialité atroce de son abandon, le malheureux se sentit perdu en une désolation furieuse. Il souffrait comme sur son lit 8 jours plus tôt, dans toute la furie du premier chagrin, dans tout son corps et tout son cœur, comme si s'était bien promis de ne plus jamais souffrir. Toutes les consolations qui tour à tour s'étaient montrées fécondes, la dureté, le stoïcisme, la mort étaient fétus dans la tempête. Il faut des moments propices, des sortes d'appels lancés par la fatigue même de la souffrance, pour que ces considérations fonctionnent. Hors de là, elles cassent comme des flèches contre un cuirassé. « J'ai été une bête !» cria-t-il d'une voix basse et forcenée. Je n'avais qu'à expliquer, avouer. Peut-être eût-elle accepté de me laisser guérir. Je serais au moins revenu vivre autour d'elle, dans son voisinage et dans l'air qu'elle lui respirait. Il se rappelait les mots « Vous nous rendriez ce service » et « J'ai 2 belles chances ce soir » et le timbre de la voix qui les avait prononcées. Il expérimenta là une de ses pires épreuves. Christine, sur l'autre couchette, l'entendait se tourner et se retourner par saccades et pleurer sourdement. Elle remit en silence sur lui la couverture qu'il avait fait tomber. Le train circulait dans les gorges avec une grande lenteur, en des échos de cathédrale. Puis ce paroxysme une fois de plus s'affaissa, plus lentement toutefois qu'il n'avait coutume de le faire, sans cet arrêt subit qu'il avait comparé à la fin brusque d'un mal de dents. Il sentait se perdre, en une saveur de cendre, de lourdes et décroissantes traînées de douleur. Il finit par rester immobile, inerte, souffrant d'une souffrance fixe et désespérée. Lorsque revint l'image bien-aimée, ce retour se montra supportable et plus doux. C'était au grand salon des Sablons, appelé par ses souvenirs de tout à l'heure. J'ai 2 belles chances ce soir. Elle était assise sur le tabouret bas et large. Une sorte de velours de pénombre masquait son ardent visage délicat. Mais ses 2 mains, qu'il trouvait si belles, étaient comme il les avait vues, enlacées en pleine lumière sur ses genoux croisés.
Il était à peu près agenouillé devant elle, à portée de les baiser et n'osait pas. Vous auriez peut-être accepté d'attendre, ô bien-aimé. Il lui fallut le temps de supporter le choc de ces mots. Mais vous voyez bien, je ne pouvais pas. Vous vous fussiez cru lié par des liens plus forts, précisément à cause de mon malheur. Le mot bien-aimé lui ayant paru affaibli, il le remplaça. En une ivresse verbale, une frénésie de prosternement, il lui dit, séparant les syllabes, qu'il l'adorait, au sens plein, au sens théologique, au sens d'anéantissement servile, d'absorption passionnelle souveraine, de désir de rien outre au monde, qu'il croyait toute la religion qu'elle eût voulu qu'il crût. Et qu'est-ce que ça lui faisait ? Attentive, mal visible, juste assez présente pour entendre, elle semblait accepter qu'il lui parlât ainsi. « Je vous ai fait souffrir, reprenait-il. Peut-être vous n'avez pas compris. » C'était l'éternelle allusion aux lettres, le triste thème inépuisé. Presque subitement, il se lassa de ce dialogue imaginaire, de ce boursouflement, de toute cette fouille des pires blessures qui n'était qu'une autre manière dont il ne cessait d'en occuper son cœur. Il avait été frappé, laissé pour mort, jeté par terre. Qu'on l'y laisse tranquille et que ce soit tout. Il ne sentait même plus la force de dire « quelques mois encore », et rien ne dure longtemps. Il s'épuisait et se reposait à la fois dans une douleur morne, durable et somnolente, mêlée d'une lassitude sans nom. Des stations étaient passées. Le train commençait de prendre de la vitesse. Les grands intervalles sans arrêt naîtraient bientôt. Il y avait peut-être 1 heure, 1 heure et demie qu'il se trouvait là, dans ce wagon bien suspendu où nul choc ne passait aux couchettes. Tout glissait en une lourde douceur sans secousse, sur une surface unie, sous laquelle battait le puissant rythme martelant. On n'entendait plus depuis longtemps que ce grand pilonnement nocturne brisé aux aiguillages, reprenant après eux sa même phrase sans fin, abaissant d'un degré l'acuité de la conscience souffrante, l'inclinant vers le mécanique, le monotone et l'engourdi. L'épuisement d'après les crises s'emparait d'Augustin, l'affaissement bien connu imitant la paix. Lui aussi passerait. L'odeur des bois, de la pluie, de la nuit, entrait par la glace baissée, inremarquée jusqu'alors, pareil à ces motifs ternes et neutres que les musiciens maintiennent soigneusement auprès des paroxysmes. Il pensa à remonter sa montre et la présenta non pas à la veilleuse, mais à un filet de lumière qui venait du couloir et luisait dans le bâillement vertical et doré du store. La montre marquait 11h20. Il connut quelques moments de clarté et de calme inéprouvé depuis des mois, antérieurs à ces longs temps de passion et de douleur. Peut-être était-ce enfin revenu, l'instant d'efficacité pour sa vieille connaissance, l'idée de la rigide et solennelle mort. Une demi-heure après, Christine l'entendit rire, d'un rire bas, âpre et saccadé. Il était en train de marmonner des phrases suspendues comme « grand amour mélodramatique » et aussi « que d'histoire » et « quel manque de mesure » qu'il présentait à sa pensée comme autant d'échantillons à choisir, mais dont elle ne retenait aucun. Elle en pria enfin, une pièce complète à beau reflet archaïque. Au fond, si je cherche bien, quelqu'un de mes ancêtres paysans, croquants, valets d'armée, manant cultivateur, a dû nourrir au fond de son cœur naïf quelque dévouement falot, éperdu et inépuisable pour une jeune suzeraine du temps jadis. Chapitre 2. Comme un homme que sa mère console. L'ascenseur les déposa au 4e étage d'une grande maison, en l'une des avenues qui partent de l'Étoile. Le valet de chambre les mit dans un salon d'aspect glacial et compassé, d'où une demoiselle vint les tirer. Elle portait une blouse blanche, un voile de tête blanc marqué d'une croix rouge, aux lèvres une touche d'écarlate. Elle les fixa d'un regard cru, dur et direct. Après quoi, son petit menton levé, ses gros yeux baissés, une mèche de cheveux isolamment blonde sortie du voile et arrondie à poste fixe au-dessus du sourcil gauche, elle prit l'air suffisamment dédaigneux, officiel et enviable, gardé pour les rapports avec la clientèle.
Elle les précédait par des corridors tapissés de livres où surabondaient les collections étrangères, les reliures en toile des volumes allemands et américains. Les deux joues de sa croupe un peu forte se balançaient sur de hauts talons fins, en petit équilibre alterné. Très loin, dans d'autres parties de l'appartement, on entendait des cris et des pleurs d'enfants. « Vous avez fait bon voyage, monsieur Méridier ?» demanda une voix prenante et distante à la fois. Un grand médecin maintenait sur lui, derrière ses lunettes rondes, un regard souriant, attentif et aigu, où nul élément passif ou subit n'avait l'habitude de figurer. Sous les drus cheveux gris, le visage osseux, presque jeune, présentait des détails d'une irrégularité célèbre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.